En 2017, j'étais sur YouTube et je clique sur une vidéo. Un combat de MMA. La revanche Georges Saint-Pierre contre Matt Serra. Le MMA, j'en avais entendu parler avant. J'aimais déjà bien les arts martiaux et je voulais voir ce que c'était. Et j'ai détesté. Georges Saint-Pierre is the undisputed UFC welterweight champion. Le concept d'un sport de combat où frapper un adversaire au sol est possible et même encouragé me semblait complètement déloyal. Et en fait, chacun a ses raisons pour détester le MMA. La cage bestiale, animalisant des combats d'êtres humains, ou les gants minuscules ne paraissant rien protéger du tout, le MMA divise énormément. Je ne suis pas le seul à avoir eu cette réaction. Est-ce que le MMA est trop violent? Si vous parlez des compétitions MMA où il y a des coups portés au sol, pour moi c'est une atteinte à la dignité humaine, qui plus est dans des cages. Quoi qu'il en soit, quelques jours après, j'ai regardé un autre combat, comme ça, pour être sûr que je n'aimais vraiment pas. Puis un autre, et finalement ce sport m'a complètement absorbé, m'obsédant au point de me réveiller le matin en y pensant et de m'endormir en rêvant. Je ne suis toujours pas le seul à avoir eu cette réaction. Déjà l'ambiance c'est un truc de fou, et d'être vraiment tout près de la zone comme ça. On a l'habitude de regarder à la télé, mais en direct c'est pas pareil, c'est vraiment un truc de fou. Ce sport illégal il y a 5 ans est aujourd'hui l'un des plus suivis en France. Il a pris sa place dans le top 4 aux États-Unis selon Dana White, un génie dont nous allons parler tout à l'heure, et est l'un des mastodontes des sports à l'échelle planétaire, représentant un marché qui vaut plusieurs dizaines de milliards. Et aujourd'hui, on va essayer de comprendre comment le MMA a conquis le monde. Comme nous allons surtout nous focaliser sur l'UFC, la plus grosse organisation de MMA au monde, je vais vous raconter comment elle a été créée, puisque rien ne suggérait son extraordinaire croissance des années plus tard. Au départ, il ne s'agit que d'un coup de marketing pour faire la promotion d'un tout autre sport, le jiu-jitsu brésilien. Le jiu-jitsu brésilien, ou JJB, c'est un sport de grappling, autrement dit, une lutte se focalisant sur la soumission de son adversaire avec des étranglements ou des clés articulaires. Inventé en 1925 par plusieurs membres d'une famille brésilienne, les Gracie, ce sport connaît un petit succès local, notamment lors de tournois de vale tudo, une forme de combat qui se traduit littéralement par « tout est permis ». Pour promouvoir et répandre leur sport, les Gracie finissent même par créer leur propre événement de vale tudo, le Gracie Challenge, invitant tout combattant, quel que soit son sport de combat, à tenter sa chance et prouver la supériorité de son propre art martial. Avec le succès grandissant du JJB dans ces tournois de combat sans règles, le sport prend peu à peu de l'ampleur au Brésil. Ce qui marque particulièrement les esprits, c'est que le gabarit des combattants ne détermine pas l'issue du combat. La faible carrure de certains jujitsuka ne les empêche absolument pas de soumettre des adversaires beaucoup plus massifs, faisant un superbe argument pour son efficience. Ce n'est pas la force brute des combattants, mais bien l'art martial qui domine. Cependant, conquérir le Brésil ne suffit pas. Les Gracie veulent s'étendre. Et en 1972, Carlos Gracie émigre aux États-Unis pour enseigner le JJB, suivi, 6 ans plus tard, par Rorion Gracie. Après avoir fondé son académie, Rorion décide de recréer le Gracie Challenge sur le sol américain, en vendant l'événement comme la réponse à la question de tous les fanatiques de sport de combat: quel est le sport de combat le plus efficace? Et jouant sur le côté tout est permis, dans le même esprit que les combats de vale tudo du Brésil. Il invite des boxeurs, des catcheurs, sumo, lutteurs, kickboxers et autres pratiquants de kung-fu dans un événement appelé The Ultimate Fighting Championship, l'UFC. Les Gracie décident, comme à leur habitude, d'envoyer leur membre le plus frêle, Royce, pour rendre la victoire du JB sur les autres encore plus éclatante. Et ça ne manque pas, Royce Gracie soumet tous ses adversaires et remporte le tout premier événement UFC. Mais la soirée de combat a eu beaucoup plus de succès que prévu. Sentant la possibilité de continuer la promotion de leur sport avec ce type d'événement, l'UFC devient une entreprise. Ce qui ne devait être qu'une campagne promotionnelle devient une organisation à part entière. Les Gracie décident, pour attirer toujours plus de spectateurs, de renforcer le côté tous les coups sont permis. Les combats sont brutaux, dans une atmosphère étouffante, avec des fans assoiffés de sang, criant devant des affrontements spectaculaires. Jamais le terme combat libre n'a aussi bien porté son nom. Mais si cet argument amène de nouveaux yeux, il provoque également la colère des mauvaises personnes, qui pourraient bien causer la ruine de la jeune promotion. Quelqu'un l'a très vite compris. Laissez-moi vous présenter Dana White. Dana White n'est pas un combattant, c'est un homme d'affaires aussi brillant qu'impitoyable, et il deviendra bientôt le plus grand promoteur de sport de combat de l'histoire. Mais à ce moment, il n'est que le manager de quelques combattants de l'UFC, notamment les deux futurs superstars, Tito Ortiz et Chuck Liddell, négociant leurs primes de combat avec l'UFC. Un jour, alors qu'il essaie d'avoir le meilleur salaire possible pour ses combattants, le représentant de l'UFC pète un câble en plein milieu de la discussion. Ils ne peuvent pas les payer plus parce que l'UFC est au bord de la faillite. À force de miser uniquement sur la violence, l'organisation s'est mis à dos beaucoup de gens, dont le gouvernement et les chaînes de télévision, qui refusent de diffuser leurs combats. Sans ces partenariats avec la télévision, l'UFC perd une source de revenus vitale. C'est simple, s'ils ne changent pas leur manière de faire, l'organisation est vouée à mourir. Mais Dana voit tout le potentiel de ce sport. Il sent que l'UFC pourrait devenir quelque chose d'extraordinaire. Et après avoir convaincu d'anciens amis de lycée, les frères Fertitta, de riches hommes d'affaires, de racheter l'organisation mourante, il en devient le PDG. Et il s'apprête à transformer le monde des sports de combat à jamais. Cependant, la tâche est loin d'être facile. Si les Fertitta récupèrent l'UFC pour seulement 2 millions de dollars, ils devront injecter plus de 40 millions sur les années à venir avant de voir leur entreprise réussir. Mais qu'importe, la machine est en marche et il faut la transformer. Premièrement, Dana effectue un volte-face complet sur la stratégie commerciale de l'UFC. Il ne s'agit plus de combats ultra violents
moment où tous les cons sont permis, mais d'un sport professionnel, réglementé, faisant absolument tout ce qui doit être fait pour devenir acceptable pour le gouvernement et surtout pour les chaînes de télévision. Il fait passer un ensemble de règles pour codifier le MMA et réussit à le légaliser dans certains états des États-Unis en soumettant le sport à la juridiction des commissions athlétiques. Il prend plusieurs employés dont le rôle est exclusivement de promouvoir le sport. Il les envoie démarcher auprès d'agents du gouvernement et autres officiels pour les convaincre de la légitimité du sport et récupérer le plus grand nombre de partisans possible à sa cause. Le MMA doit à tout prix gagner le cœur du grand public, mais rien ne semble fonctionner pour la télévision. L'organisation prend refus sur refus, et Dana White commence à réaliser, si ça ne change pas rapidement, les Fertitta finiront par couper les investissements et fermer l'organisation. Alors que tout semblait perdu, une station de télévision, Spike TV, accepte un accord. Mais les termes sont très durs, l'UFC doit tout produire, sans budget, et White sait que c'est leur seule chance. Si ça ne marche pas, Spike ne renouvellera pas de contrat, condamnant par la même occasion la jeune promotion. C'est à ce moment que Dana a un éclair de génie. Il se rend compte que de simples combats ne suffiront pas et il lance ainsi le projet qui sauvera l'UFC, The Ultimate Fighter, le TUF, une émission de télé-réalité. Le principe de l'émission est simple. L'UFC prend une dizaine de jeunes combattants et les fait se battre dans un système de tournoi. Le vainqueur de la grande finale gagne un contrat pour combattre à l'UFC et pour beaucoup c'est le rêve de toute une vie. La télé-réalité permet de mettre en avant les personnalités des combattants, créant ainsi des histoires et des enjeux pour des combats qui ne sont plus de simples combats. Ce sont des affrontements entre des individus, certains appréciés, d'autres haïs du public, qui déterminent qui aura la chance d'accomplir son rêve et combattre à l'UFC, et qui la ratera et se fera démolir au passage. On va justement suivre Tony Ferguson pour voir pourquoi cette émission fonctionne aussi bien. C'est facile de le reconnaître, c'est le combattant avec un tatouage pas fini dans le dos. Ces deux premiers combats étaient purement sportifs, mais le troisième est bien plus intéressant. And the no-brainer, Tony versus Chuck. Après son deuxième combat, Dana annonce le troisième, contre un de ses amis. Mais dans la soirée, leur groupe décide de fêter sa victoire, et l'alcool finit par déclencher une bagarre. Then it turned ugly. Please stop. Like beer? Alright, don't be mean. Emporté par l'alcool, Tony laisse ses émotions prendre le dessus. Il insulte un combattant en lui demandant pourquoi il n'est pas avec son fils. It's a situation back home that... En effet, Charlie Raider était en procès pour obtenir la garde de son fils, et les remarques de Ferguson déclenchent un énorme conflit, retournant tous les autres combattants contre lui. Beaucoup ont été choqués par l'attitude de Tony, moi inclus. Mais j'ai réalisé plus tard, Ferguson ne s'appelait pas Ferguson de naissance, il s'appelait Padilla. Il a changé de nom après avoir été abandonné par son père. Mais entre le père qui voudrait retrouver son fils et l'orphelin, les camps sont clairs. Tony est devenu l'ennemi numéro 1. Et comme tout le monde, son ami s'est retourné contre lui. Demain, ils vont s'affronter. I'm taking his dreams away. You better guarantee. Let's go, push it. Tony l'emporte et gagne ainsi son ticket pour la finale contre Ramsey Nijem, celle qui déterminera son avenir. On commence à voir comment ce projet de télé-réalité redéfinit l'UFC. L'argument de vente est devenu l'histoire créée autour des combattants, qui engage la foule. C'est le rêve d'un homme qui pourrait bien devenir réalité. Ce sont des interactions entre des êtres humains qui sont sublimés par les combats. La violence n'est plus le but, elle devient un moyen. Vous êtes peut-être fan de Tony Ferguson et de sa personnalité, ou au contraire, vous avez détesté sa manière d'être, mais ce qui est sûr, c'est que vous n'êtes pas indifférent. Dans cette finale, vous espérez soit voir Tony gagner, soit voir Ramsey Nijem venger son ami Charlie Raider. And Tony ducks all those and gets the takedown. For the honor. Ultimate Fighter got shot. And it's all over. Tony Ferguson is the Ultimate Fighter. Thank you so much. Congratulations. Look, Mom. Pour être parfaitement honnête, je n'ai pas découvert Tony Ferguson à ce moment, bien plus tard en fait, en 2019, et il n'était plus du tout ce jeune homme fougueux avec un besoin désespéré de se prouver. Je venais de découvrir le sport et j'avais entendu parler d'un combattant réputé fou et terrifiant. Il a fallu que je me renseigne. J'ai tapé son nom sur internet et je me suis mis à regarder chacun de ses combats. Son style ultra sanglant m'a impressionné, mais c'est sa personnalité complètement perchée qui m'a rendu fan absolu. This is a rat race, but I'm no rat. I'm a fucking turtle. Ninja turtle. So which one's your favorite? I like Michelangelo.
Tony, c'était le combattant des marginaux. Il n'était pas aussi cool que Conor McGregor, il ne rassemblait pas derrière lui une religion majeure comme Khabib Nurmagomedov ou un pays entier comme Rafael dos Anjos. Il n'était qu'un gars un peu étrange dont les démons et les problèmes de maladie mentale se faisaient doucement connaître par le public, expliquant d'ailleurs son comportement au teuf. Et sa malchance et les jeux de pouvoir de l'UFC, qui l'empêchaient systématiquement d'avoir les combats qu'il méritait, le rendaient encore plus accessible pour le public. En tout cas, moi, j'étais devenu son supporter numéro 1. Et maintenant, si la violence était ma porte d'entrée, les combats venaient de gagner un enjeu de malade. C'était divertissant de voir deux sombres inconnus se taper dessus pour voir qui allait gagner. Mais maintenant, l'un des deux n'est plus un inconnu. C'est le combattant que je supporte. Je connais Tony Ferguson. Je sais quel homme se cache derrière le combattant. Je l'ai vu jouer avec son fils. And I love it. That little kid is my world. À ce moment précis, Tony est sur une série de 11 victoires consécutives. S'il réussit à battre son prochain adversaire, il aurait enfin sa chance pour combattre pour le titre mondial et devenir champion du monde. Le dit adversaire qui lui barre la route, un combattant du nom de Cowboy Cerrone, un adversaire lui aussi sur une belle série de victoires, capable de mettre des KO impressionnants. The all-time leader in wins. The all-time leader in finishes. You're looking at him. I keep setting records every time I step into the ring, and it's like, man, how can I become the greatest to have ever done this? Man, I've been there. I'm the boogeyman, man. I'm the guy that they have to be like, ooh, cowboy, short notice. Bring your shit on. Même si je suis convaincu que Tony, surnommé El Cucuy en raison de l'état dans lequel il laisse ses adversaires, va l'emporter facilement, j'ai toujours un léger stress quand il rentre dans la cage. En effet, l'un des trucs flippants avec Tony, c'est que prendre des coups ne le dérange absolument pas. When I'm hurt, I love it. I love that feeling because it's real. That's the most realest feeling that you could ever have, is being in pain, because everything else, happiness could be fake, crying could be fake, but pain? Shit, that's real. Un jour, il pourrait bien tomber sur plus fort que lui. D'ailleurs, un analyste reconnu du sport, Dan Hardy, prédit que le cowboy gagnera par KO sur sa technique favorite, le coup de pied à la tête. Mais j'ai confiance en lui. À ce moment, je commence à apprendre à analyser les combats, et son style de combat est un cauchemar pour cowboy. Tony va mettre la pression à Cerrone, le faire reculer en permanence pour l'empêcher d'utiliser ses coups de pied, et le terminer brutalement comme à son habitude. Look at that. Oh! That's right eye now is almost completely closed. That's terrible. Voilà, Tony est à 12 victoires consécutives et il a enfin le combat pour tenter de devenir champion du monde. Sauf qu'en face se dresse un combattant terrifiant, Khabib Nurmagomedov, avec lequel Tony Ferguson entretient une rivalité depuis des années. Il faut que je vous donne plus de détails sur cette rivalité, elle est absolument légendaire. Khabib est un lutteur daguestanais, son art est basé sur le contrôle absolu de ses victimes. Il n'a jamais perdu, il n'a jamais saigné, il semble être invincible. Son style de combat est ce qu'on appelle une lutte d'attrition. Le concept est simple, il va coller son adversaire contre la cage, peser sur lui de tout son poids et le faire tomber à répétition, ce qui est très fatigant, tout en le frappant tout le long du combat, le démolissant à petit feu. Comme un boa qui vous étouffe doucement, sauf que lui il a de la barbe et il vous tape dessus. Au contraire, Tony Ferguson est le chaos incarné. Comme sa personnalité, son style est ultra incohérent. Le choix des coups qu'il envoie, certains mouvements complètement aléatoires comme sa roulade de Dark Souls, ou son fameux « je prends du sable imaginaire et je te le jette dans les yeux », ça n'a aucun sens. D'ailleurs on l'a déjà dit, il prend toujours une quantité inhumaine de coups, allant parfois même à deux doigts de se faire finir et de perdre violemment. Pourquoi ça marche me direz-vous? Imaginez vous battre à main nue contre un zombie. Il vous frappe, mais vous le touchez aussi, il tombe, tout se passe très bien. Sauf qu'à chaque fois, il se relève et paraît être un tout petit peu plus rapide, un tout petit peu plus précis dans ses coups. Et il ne se fatigue pas. Très vite, la confiance que vous aviez, à force de le toucher facilement, se transforme en un malaise, puis une terreur grandissante. Il ne s'arrêtera pas. Qu'importe les coups que vous lui mettez, la fatigue qu'il devrait ressentir, il garde le même rythme effréné. Ajoutez à cela son utilisation des coups de coude. Terrible, puisque l'os du coude dans le visage crée très facilement des coupures. Et bien vite, le sang coule à flot. Et ce maniaque ne s'arrête pas. S'il perd quasiment tout le temps le premier round, Tony finit par trouver son rythme de combat et il y noie son adversaire, transformant l'octogone en une vision tout droit sortie des enfers. Good defense so far. Ferguson. Oh, he got it! He's got it! Ferguson has done it again. The winning streak is at 7. What a fight by two. La photo compilant la tête de ses anciens adversaires fait surface sur tous les forums de MMA. Et la question que tout le monde a aux lèvres fait de plus en plus sens. Qui gagne entre l'homme qui n'a jamais saigné et celui qui fait saigner tout le monde? Le combat entre les deux athlètes a déjà été organisé 4 fois. Et à chaque fois, annulé pour des raisons de plus en plus étranges. La première fois pour blessure, la deuxième pour des problèmes pulmonaires. La troisième, Khabib s'était retrouvé à l'hôpital à un jour de l'affrontement après avoir tenté de perdre tellement de poids pour le combat qu'il était passé à 2 doigts du coma. Pour faire simple, les combattants sont répartis en catégories de poids pour éviter que les plus lourds aient un avantage. Tony et Khabib combattent en moins de 70
70 kg. Mais puisque la pesée a lieu 36 heures avant le combat, les athlètes ont trouvé un moyen de contourner les règles. Pendant la semaine avant le combat, ils suivent une diète extrême et se déshydratent parfois jusqu'à perdre connaissance, ce qui peut leur faire perdre jusqu'à plus d'une dizaine de kilos en quelques jours. Puis, ils font la pesée pour montrer qu'ils sont bien dans la bonne catégorie. Et juste après, pendant les 36 heures qu'il reste avant le combat, ils recommencent à boire et à manger pour récupérer le plus de poids possible, prenant ainsi un avantage monstrueux sur leurs adversaires. Sauf que ce processus est très dangereux, et cette fois, la déshydratation avait bien failli tuer le Russe, et la rencontre avait été annulée à la dernière minute. Enfin, la 4e fois, Tony s'était arraché le genou en trébuchant sur un câble à quelques jours du combat, bien évidemment un 1er avril. Mais bon, la 5e fois serait la bonne, et vous dire que le monde s'était arrêté pour ce combat ne serait pas une exagération. Le chaos contre le contrôle, la force tranquille contre le désordre absolu, ce combat fascinait comme très peu avant lui. Et moi je voulais voir mon combattant préféré enfin réussir à accomplir son rêve, devenir champion à contester des poids légers. Le combat est prévu pour le 18 avril 2020. Un mystérieux virus de la même famille que le SRAS a déjà contaminé 45 personnes. Mes chers compatriotes, jusqu'alors, l'épidémie de Covid-19 était peut-être une idée lointaine. Elle est devenue une réalité. Bien sûr, ça ne pouvait pas se passer comme prévu. Tony, comme à son habitude, fait une folie. Il décide de quand même faire la pesée. Rappelez-vous, la déshydratation, les dangers, tout ça. Il ne le fait pour aucune autre raison que j'en suis capable, regardez. Quelques jours plus tard, le combat est réorganisé en pleine pandémie. Quand le monde, je vous l'avais dit, s'était complètement arrêté. Malheureusement, Khabib est bloqué en Russie à cause du Covid. En remplacement, l'UFC met en face de Tony un autre combattant prometteur, Justin Gaethje. Ce dernier est aussi terrifiant, aussi téméraire et aussi violent que Tony, mais contrairement à Ferguson, ça lui a déjà coûté 2 défaites brutales. Depuis, il a réussi à se remettre sur une jolie série de 3 victoires consécutives par KO au premier round, la dernière d'ailleurs contre Cowboy. Même s'il doit être pris au sérieux, il reste un combattant qui n'a jamais su faire ses preuves et perdu les combats qui comptaient. Et les codes de Paris le confirment. Même si les gens pensent que Gaethje pourrait passer le KO au premier round, son cardio semble être son point faible. S'il ne met pas KO Tony dès le début, il se fera rouler dessus par El Coucouille. We've been over the rules. Protect yourselves at all times. Follow my instructions. We're gonna keep it clean. Touch gloves, let's do it. Woo! Hype gives way to the action here. Stands to reason that this could be absolute bananas. Tonight, Brittany Palmer's got a good seat. Justin Gaethje's dad, Ray, we shout him out first time he is not at Justin's fight in person. Après ce combat, je m'en souviens, j'ai passé 3 jours dans une incompréhension totale. Ce n'était pas possible. Ce n'était juste pas possible. Pas maintenant. Pas alors qu'il était si près du but. Et il a perdu son combat d'après, puis le suivant, et ça ne s'est pas arrêté. Avant ce combat face à Gaethje, j'étais toujours impatient de voir Ferguson rentrer dans la cage, faire une guerre brutale et sanglante et gagner. Après, je ne priais plus que, non pas pour qu'il gagne, mais juste que cette fois, ça ne se passe pas horriblement mal. Je parle de mon expérience. En fait, je n'en parle que d'une seule, tragique, mais j'en ai eu plein, des belles, des inspirantes, et j'ai fini par développer une obsession pour comprendre ce sport. Pourquoi cette violence, pourquoi cette brutalité fascine autant? J'avais été démoli par l'expérience de voir mon combattant préféré se faire détruire, ses espoirs réduits à néant. Comment un sport comme ça pourrait-il avoir du succès? En fait non, pourquoi a-t-il du succès aujourd'hui? Et c'est à ce moment que j'ai compris. L'UFC ne cherche pas à satisfaire ses clients, il les divise. Toutes les semaines, ils organisent des combats, des événements décidant du cours de la vie de combattants auxquels nous, leurs clients, avons un profond attachement. À chaque combat, vous allez être stressé pour votre combattant, partager son angoisse d'avant le combat, sa concentration pendant et célébrer sa victoire ou pleurer sa défaite. Sauf que vous n'êtes pas seul, et les combattants que vous appréciez non plus. Quand j'étais derrière Tony, et que j'espérais sa victoire et son sacre comme champion du monde, en face, il y en avait d'autres. Khabib avait également ses fans, des gens qui espéraient activement le voir gagner et donc battre Ferguson. J'ai perdu beaucoup trop de temps sur internet à m'embrouiller avec de sombres inconnus qui défendaient leurs combattants contre le mien. En dévoilant la personnalité des combattants, l'UFC a renforcé l'esprit des fans, créant des communautés autour de leurs combattants qui, en se disputant entre eux, s'investissent encore plus dans les combats que l'organisation met en place. Vous pensez vraiment que quelqu'un ratera un événement avec l'athlète qu'il apprécie alors qu'il passe sa vie à le défendre? Impatient de voir l'événement en semaine, en stress le samedi soir avant le combat, et en extase ou démoli après, voilà l'expérience d'un grand nombre de fans de l'UFC. Tout cet investissement émotionnel garantit à l'organisation la fidélité de ses consommateurs. Mais si l'adhésion des clients se renforce quand ils créent des communautés, pourquoi ne pas prendre des communautés déjà existantes? Les tensions sont déjà là, les rivalités sont parfois vieilles de plusieurs siècles, voire millénaires. Tout ce qu'il manque pour les raviver, c'est que 2 représentants de ces communautés s'affrontent.
Certains combattants représentent leur pays tout entier et gagnent rapidement le cœur de leur nation, rameutant des hordes de fans unis par un patriotisme à toute épreuve. Quand d'autres utilisent la religion comme outil marketing, pensez-y une seconde, ce n'est pas un match de foot auquel vous allez assister. Si votre combattant perd, il va physiquement se faire démolir, et avec lui, tout ce qu'il représentait. Son pays par exemple, regardez ça. Colby Covington, un combattant américain, vient de battre Rafael dos Anjos à plate couture à son domicile au Brésil. Et dans l'interview juste après le combat, il se met à insulter le pays en entier. À partir de ce moment, le Brésil tout entier s'est mis à haïr Colby et à espérer sa défaite à chacun de ses combats, supportant systématiquement son adversaire. Il ne s'agissait plus de simplement soutenir Rafael dos Anjos, mais de défendre l'honneur de la nation. Pour l'UFC, ça veut dire qu'un pays de 200 millions d'habitants a désormais une raison personnelle de suivre leur combat. Mais vous savez ce qui touche encore plus les gens que leur propre pays ? Malgré ses quelques 1,8 milliard de fidèles, l'islam n'a eu son premier champion à l'UFC qu'en 2018, Khabib Nurmagomedov. Ce dernier est très pratiquant et est très vocal sur sa religion. Il est le premier champion musulman et il le fait savoir. Du coup, quand il commence une rivalité avec le combattant le plus célèbre de l'histoire du MMA et spécialiste de l'insulte avant le combat, l'événement sportif se change très vite en une guerre idéologique. Le monde occidental contre le monde arabo-musulman, prenant des proportions encore jamais vues dans le MMA. Si avant les combattants pouvaient s'insulter pour faire monter la tension et l'engouement autour du combat, cet affrontement prévu pour l'UFC 229 allait dépasser tout ce qui avait pu être fait auparavant. Conor attaque le bus de Khabib. Les conférences de presse sont de plus en plus agressives. Mais ce sont bien les fans qui, se sentant insultés avec leurs combattants, transforment le combat en une guerre politico-religieuse. Khabib parlant ouvertement de sa religion, ses détracteurs n'hésitent pas à l'insulter. Et à contrario, nombre de ses fans prennent l'affrontement comme un moyen de prouver leur supériorité. Et plutôt que de vouloir apaiser les tensions pour éviter les débordements, l'UFC met tout en œuvre pour répandre ce conflit si lucratif. L'attaque du bus, bien que vivement condamnée par Dana White, est publiée et republiée autant de fois que possible. Et les conférences de presse, si promptes aux débordements et aux insultes, se multiplient. Et le monde entier, y compris les personnes qui n'avaient rien à faire avec le sport, se retrouvent mêlés à cette histoire. Vous n'avez rien à faire du MMA, mais n'essayeriez-vous pas de comprendre si on insultait votre religion? Bien sûr, le combat n'arrange rien. Khabib remporte la rencontre et déclenche juste après une bagarre générale. Qu'importe, l'UFC vient de battre son record d'audience. Plus de 2 millions de pay-per-view, le système de vente pour voir le combat en direct, ont été vendus. Mais surtout, ils viennent de gagner un nouvel allié, qui va leur être très précieux. Avant ce combat, l'UFC n'arrivait pas à renégocier de contrat avec les Émirats Arabes Unis. Ils avaient fait affaire ensemble par le passé, mais ça ne s'était pas déroulé correctement. Et ils ne voulaient plus rien avoir à faire avec l'organisation. Sauf que ce combat a tout changé. Certes, l'UFC avait financé toute l'organisation de ce combat, qui motivait beaucoup de gens à insulter le monde arabo-musulman. Mais Khabib avait gagné, la victoire de Nurmagomedov lui a permis de conserver son titre de champion. Et maintenant, la promotion met en avant Khabib, donnant au monde musulman sa toute première superstar pour les représenter dans le sport. Et ça plaît énormément aux Émirats Arabes Unis, qui deviennent rapidement l'un de leurs plus puissants alliés, ce qui va bientôt se révéler crucial pour la survie de l'organisation. L'UFC a monté des camps les uns contre les autres et en récupère des bénéfices hors normes. Ce qui nous amène au plus grand coup d'éclat de l'organisation, la gestion du Covid. Quand votre cœur de métier est de diviser, s'attirer les foudres du monde, ce n'est pas vraiment quelque chose qui peut vous arrêter, et l'UFC l'a très largement prouvé. On l'a dit tout à l'heure, Ferguson contre Gaethje a eu lieu en pleine pandémie. Et on va voir quel coup de génie se cache derrière ce combat, qui est bien plus qu'une simple rencontre sportive. Mars 2020. Le monde entre dans une ère de quarantaine. L'écrasante majorité du monde est forcée à rester chez elle. Les entreprises ont soit fermé leurs portes, soit réduit au maximum le travail en présentiel. Et comme vous vous en doutez, les organisations sportives de tout type ont arrêté de faire des événements. Pour l'UFC, ça veut dire que même s'ils avaient les droits pour refaire des combats, ils seraient dans l'obligation de tester tous les combattants, les équipes sportives et toutes les personnes travaillant dans l'organisation des rencontres. Puis de créer une bulle sanitaire dans laquelle seules les personnes testées pourraient rentrer et complètement les isoler de l'extérieur pour garantir la sécurité et éviter de propager le virus. Mettre tout cela en place serait un travail à la limite de l'impossible. Quelques endroits restent encore capables d'organiser ces bulles aux États-Unis, mais Dana White sait que miser sur des emplacements qui pourraient fermer à tout moment et ne plus pouvoir l'accueillir, ça ne peut pas durer sans mettre en péril l'organisation. Même l'arène privée de l'UFC Apex, reste soumise aux lois américaines, qui pourraient parfaitement décider de tout fermer d'un instant à l'autre. Ce qu'il leur faudrait, c'est un endroit créé spécialement pour maintenir ces normes de sécurité extrêmes, dans un pays qui les autoriserait à continuer les combats, tout en leur offrant le financement nécessaire pour tout mettre en place. Et ça tombe bien, puisqu'on l'a dit, ils viennent justement
vraiment de se faire un allié qui possède ses qualités. S'ensuit alors la création de la Fight Island, un gigantesque complexe comprenant une arène de combat, une station de production, des salles d'entraînement, hôtels, restaurants, tout pour garantir la sécurité sanitaire sans qu'il ne manque rien aux athlètes pour leur préparation et le déroulé des événements. Située sur l'île de Yas, sous la protection des Émirats Arabes Unis, l'arène s'affranchit des limites légales de la poursuite des combats si jamais le gouvernement américain interdisait de poursuivre les combats aux États-Unis. Bien sûr, beaucoup de voix se font entendre pour protester contre ce projet. Les dangers de la contamination, le non-respect de la quarantaine, tout cela choque. Mais on n'est plus en 2005. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus rien faire pour empêcher le PDG de l'UFC de réaliser l'impossible. Et plus ils protestent, plus ils font de la publicité pour le retour de l'organisation. Et quand finalement Dana White rentre dans l'arène de Jacksonville en Floride pour assister au combat Ferguson-Gaethje, il sait que la Fight Island est bientôt opérationnelle. Et même si les États-Unis décidaient de l'empêcher de continuer ses combats, il pourrait continuer sans leur accord. Et surtout, il est le seul au monde. Il est le seul au monde puisqu'aucun autre sport n'a repris et que nul n'osera tenter le pari fou qu'il vient de remporter. Il est le seul au monde puisque plus personne ne peut l'empêcher de continuer d'avancer. Il est le seul au monde et le monde, confiné, n'a aucun autre divertissement que l'UFC, qui a laissé le reste derrière eux et a repris les événements. Selon lui, l'activité de l'UFC a augmenté de 77% en 2020. Leur chiffre d'affaires a dépassé le milliard l'année suivante et ils font maintenant partie du top 4 des organisations sportives les plus rentables aux États-Unis, derrière la NFL, la NBA et la MLB. Mais contrairement à ces trois géants, l'UFC ne va pas s'en contenter. Dans un monde du divertissement où le politiquement correct semble régir et contraindre chaque décision, Dana White ne s'y est jamais soumis. Et il continuera de monter, de choquer, d'abattre ses adversaires, ne semblant annoncer qu'une chose: le MMA dominera le monde. I got a couple bucks. Brazil, you're a dog. Et si vous pensez qu'il est possible de gagner contre une machine aussi bien huilée que l'UFC, sachez qu'un homme a essayé. Et il a bien failli y arriver. Conor McGregor est, après Dana White, l'homme qui a le plus gagné dans ce sport. Mais le prix qu'il a dû payer est sans pareil. Si vous voulez connaître son histoire, voici la vidéo qui raconte son ascension légendaire jusqu'à sa fin. On se retrouve là-bas.